Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le tout premier numéro de La Ruche est à nous, votre nouveau rendez-vous mensuel concocté par les membres de la rédaction de La Ruche, média jeune et indépendant. Cette émission est enregistrée dans les studios de Fréquence 8 à Montfort-sur-Meux, que nous remercions bien évidemment. Nous sommes le 24 octobre à l'heure à laquelle nous enregistrons et nous sommes probablement une autre date à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Sur ce, La Ruche est à nous, c'est parti, on est ensemble pendant environ 1 heure pour parler actu, culture et société. Et Covid et galère de transport oblige, nous ne serons que 3 pour cette émission. D'ailleurs, au passage, si la SNCF pouvait nous mettre 2-3 trains le samedi matin entre Rennes et Montfort-sur-Meux, ça serait pas de refus. Bref, comme je disais, nous sommes que 3 avec Théo Guiton. Bonjour. Salut Théo, ça va ? Ça va très bien. On est aussi avec Gilles Martel. Salut Gilles, ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien. Et moi-même, Simon Bouquerel, pour vous servir d'animateur. Au sommaire de cette émission, des chroniques sympas en présentiel ou en distanciel, et surtout une interview de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, à ne pas manquer dans quelques instants. Bref, je pense qu'on est prêt à lancer La Ruche est à nous, épisode 1, et on va commencer par un sujet qui nous tient à cœur, l'engagement de la jeunesse, avec notre ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, que Théo, accompagné de Roman Floch, a pu interviewer début juillet, c'est bien ça ? Alors absolument, c'était un petit peu après le confinement. L'idée de cette interview, c'était d'abord de présenter un petit peu son nouveau travail de directrice d'ONG, donc l'ONG One France, et ensuite c'était surtout de parler de l'engagement de la jeunesse, qui était... en juillet, notamment une grande question autour de l'après, du monde d'après. Ce qu'on appelait le monde d'après à l'époque, c'est un terme qui a beaucoup disparu maintenant, mais on voulait donner à cette époque-là une espèce de force à la jeunesse. Et ça s'est un petit peu oublié, mais je pense que cette interview, elle est importante quand même. Voilà, donc Najat Vallaud-Belkacem qu'on va écouter tout de suite. Interview, je le rappelle, réalisée en juillet. Je voulais en venir plutôt maintenant un sujet qui est important, un sujet qui préoccupe manifestement aussi la vie politique française aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et je voudrais commencer peut-être justement en venant aux jeunes. Est-ce que vous avez un mot sur eux et pour eux aussi, pourquoi pas ? Écoutez, moi je vais vous dire, ça fait des années que j'ai eu la chance de me retrouver souvent face à des amphithéâtres remplis de jeunes, étudiants ou pas étudiants, avec lesquels à chaque fois j'ai eu ce sentiment que la réflexion était finalement plus avancée sur les défis de notre temps qu'elle ne pouvait l'apparaître quand on allumait sa télévision. Et c'est d'ailleurs gênant de se dire que finalement toute cette richesse de la réflexion, en fait, elle est assez peu représentée sur les écrans ou les radios. Mais vraiment, encore une fois, sur des sujets comme le changement climatique, comme la justice sociale, comme l'égalité femmes-hommes et comme la solidarité internationale, eh bien, les jeunes semblent voir avec une forme d'évidence où sont les priorités, pourquoi il faut agir et pourquoi il ne faut pas se laisser enfermer dans une soi-disant complexité qui nous empêcherait d'agir. Et c'est ça que j'apprécie chez cette génération, une forme de radicalité aussi. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, mais il y a 2 ans de cela, je crois, je travaillais à l'époque donc dans une entreprise privée où nous accompagnions un certain nombre d'acteurs dans des enquêtes qu'ils faisaient, donc c'était chez Ipsos. Bref, et on accompagnait la fondation Bill et Melinda Gates, qui est une fondation qui lutte beaucoup aussi contre la pauvreté, contre les maladies, et qui, en l'occurrence, cette année-là, je crois que c'était au mois de septembre 2019, cette année-là, donc, avait décidé de réunir tous les activistes qu'elle soutenait à travers le monde et qui font en sorte que nous réussissions à atteindre les objectifs du développement durable. Vous savez, ces fameux objectifs que l'ONU s'est fixés et dans lesquels nous devons, d'ici 2030, avoir éradiqué l'extrême pauvreté, atteindre la santé pour tous, l'éducation de qualité, etc. Donc ces objectifs du développement durable, pour que les gouvernements les mettent vraiment en œuvre et fassent tout pour les atteindre, et bien dans chaque pays, vous avez une société civile avec des activistes qui
son fer de lance et qui son poil à gratter sur le sujet. Donc la Fondation réunissait ce jour-là l'ensemble de ces activistes qu'elle soutenait à travers le monde. Et je me souviens que c'était un amphithéâtre avec 400 personnes. Je suis rentrée ce jour-là dans l'amphithéâtre et je me suis rendu compte que il était extraordinairement jeune. Les activistes en question étaient entre 16 et 25 ans pour l'essentiel d'entre eux. Il était très féminin, c'était pour l'essentiel des femmes, des filles. Et ça, j'ai trouvé que ça en disait long finalement sur ce qu'était cette nouvelle génération, avec une forme, encore une fois, de courage, de radicalité, de ne pas s'en laisser compter, de prendre des risques, parce que dans certains pays, c'est prendre des risques que de lutter contre la déforestation, ou que sais-je. Donc, je pense que nous gagnerions tous à mieux comprendre ce qui est en train de se jouer dans cette génération. Alors comme vous venez de l'exprimer, on voit de plus en plus de jeunes dans les rues et dans des cadres associatifs s'engager et s'exprimer. Et c'est notamment le cas avec les récentes marches pour le climat, le mouvement Black Lives Matter, propulsé par le décès de George Floyd aux États-Unis. Comment vous expliquez ces engagements nouveaux et surtout comment on les encourage ? Alors, ces engagements nouveaux, je les explique par une forme de lucidité plus grande de la jeunesse. Ça ne veut pas dire que par le passé, il n'y avait pas de génération engagée. On a toujours été généralement plus engagés quand on est jeune que quand on est âgé. Bon, c'est pas bien d'ailleurs, il faudrait garder la même force d'engagement tout au long de sa vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à de précédentes générations, celle-ci est nourrie d'informations H24 sur ce qui se passe au bout de sa rue comme à l'autre bout du monde. Et donc, ces informations la rendent finalement plus éclairée, même si c'est parfois difficile de faire le tri, mais plus éclairée, plus lucide sur les dysfonctionnements du monde. Et puis, il y a une forme aussi de prise de confiance de la jeunesse. Je pense qu'il y a quelque chose de quasi culturel qui se produit dans nos sociétés, dans le sens où, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais par exemple, si je prends ma génération à moi, lorsque nous étions enfants, en famille, on ne nous donnait pas forcément la parole à table, au moment du dîner, etc. C'était les adultes qui parlaient et les enfants se taisaient. Et aujourd'hui, moi qui ai des enfants qui sont adolescents, et je vois bien à quel point finalement le bain culturel a changé. Ce sont les enfants qui parlent, ils prennent des positions, ils n'hésitent pas à le dire, et c'est une bonne chose. Donc je pense que cette génération, elle est marquée par ça, elle est marquée par le fait que c'est normal de s'imposer dans le débat. Alors qu'avant, on pouvait être jeune, utopiste, activiste, etc., mais on n'avait pas le sentiment qu'on allait avoir la parole. Cette fois-ci, il y a de plus en plus d'exigences de parole et une forme de confiance en soi supérieure. Donc c'est une très bonne chose. Et là encore, je pense que ce qui fera progresser notre pays, nos sociétés, c'est vraiment du coup de lui laisser vraiment sa place pour qu'elle dise ce qu'elle a à dire et de ne pas parler en son nom. Alors, cet engagement, parfois, il peut être freiné par une forme de censure, voire d'autocensure venant d'une sensation d'illégitimité qui vient de la part des jeunes. Comment vous réagissez à cela ? Bon, d'abord, si j'avais à m'adresser là à un jeune en particulier ou une jeune en particulier qui souffrirait de ce sentiment d'infériorité ou de ce complexe, je lui dirais qu'il faut arrêter tout de suite. Parce que en fait, ce dont nous parlons là, c'est faire entendre sa voix sur une cause qui est une cause politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en politique, la question, c'est moins celle de est-ce que j'ai le bon âge, est-ce que j'ai les bonnes compétences, est-ce que j'ai fait les bonnes études pour m'exprimer légitimement. Ça n'est pas celle-là la question. Est-ce que j'ai des convictions, est-ce que je défends des causes qui sont utiles à ma communauté, à mon quartier, à ma ville, à mon pays ou au monde. À partir du moment où vous répondez oui à cette deuxième question, oui, c'est utile de défendre la lutte contre le changement climatique, alors il faut y aller.
Parce que en fait, il faut toujours se demander ce que le pays, la société, la ville, le quartier qui est le vôtre aurait à perdre si vous n'exprimiez pas ce que vous avez à exprimer. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Et clairement, quand vous vous rendez compte que vous êtes le seul ou les seuls à porter telle ou telle cause, oui, votre ville ou votre pays ou votre monde perdrait beaucoup à ne pas vous entendre vous exprimer dessus, puisque vous êtes le seul ou les seuls. Puisque vous constatez que dans le paysage politique, personne ne le porte comme il faudrait le porter. Donc finalement, ce serait quelque chose de terriblement désolant de priver votre pays de cette parole-là. Donc je pense que la politique, c'est comme ça qu'il faut la penser. Il ne faut pas la penser en termes de compétences ou de parcours d'études ou que sais-je. Il faut la penser en termes de qu'est-ce que mon pays, qu'est-ce que mon environnement va y perdre si, alors que j'ai cette conviction-là, je ne la défends pas. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que finalement, c'est d'une certaine façon plus simple que ce que vous aviez cru, et vous vous rendez compte que votre légitimité est plus grande que vous ne l'aviez cru. Donc il n'y a pas de complexe d'imposteur à avoir. Mais je pense que, je reviens un peu là-dessus, mais je pense que c'est aussi un problème qui vient un petit peu de l'opinion publique. Pour prendre un exemple un exemple à grande échelle, on a l'exemple de Greta Thunberg aujourd'hui qui a 17 ans à l'heure où on parle. Alors, j'aime beaucoup les arguments anti-Greta Thunberg parce que ça se résume très souvent à retourner à l'école. On a l'impression en fait qu'un jeune qui va oser s'exprimer peut avoir une tendance à gêner une certaine partie de la population. C'est ce qu'on peut ressortir notamment chez certains éditorialistes dont Terra le nom ici, mais est-ce que ça gêne? Oui, mais c'est pas vraiment, clairement, disons-le nous simplement, ce sont des gens qui n'ont rien compris à rien. Et d'ailleurs, le reste de leurs analyses sur d'autres sujets, oui. Les éditorialistes dont vous pensez démontrent bien qu'ils n'ont rien compris à rien. Donc, il faut vraiment pas se laisser impressionner par ce genre de propos. Il faut, comme vous le faites, en rire, le tourner en dérision. C'est nul, c'est ridicule, c'est... voilà. Moi, je pense surtout que quand vous prenez cet exemple de Greta Thunberg, en fait, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point elle a appliqué à la lettre, d'une certaine façon, sans m'avoir jamais rencontré, mais les recommandations que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, elle défend quelque chose. Le changement climatique, vous me direz, mais elle n'était pas la seule à le défendre. Oui, mais elle était l'une des rares jeunes filles à le défendre au nom de sa génération de jeunes gens. Et ça, si vous enleviez Greta Thunberg, rares, il y en a eu d'autres, mais rares sont les profils qui correspondaient exactement à ce besoin-là. Et donc, en fait, si elle n'y était pas allée ou si elle avait arrêté parce qu'elle s'était laissée impressionner par les critiques, ça aurait été une perte désolante pour la cause climatique. C'est évident. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes le disent. Tant que c'était nous qui en parlions, on n'était pas audible. La vérité, c'est qu'elle nous a rendus audibles. Donc, en fait, ce qu'on dit là pour le changement climatique et pour Greta Thunberg, il faut se dire que c'est exactement la même chose sur tous les sujets. Sur les sujets d'égalité femmes-hommes, sur les sujets de solidarité internationale, sur les sujets de lutte contre le racisme, puisque vous évoquez les manifestations pour George Floyd. Oui, la vérité, c'est que les gens qu'on voit aujourd'hui dans la rue, par exemple, sur ce sujet-là, si ça n'était pas eux qui y allaient, ce sujet ne serait pas mis au centre de l'agenda médiatique. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent l'agenda médiatique, ils forcent le cadre. Et je pense qu'en fait, la jeune génération, il faut qu'elle s'habitue à forcer le cadre. Elle a raison, parce que personne ne viendra malheureusement lui ouvrir spontanément grand les portes pour lui dire « c'est à ton tour de t'exprimer ». Alors justement, je voulais revenir sur quelque chose d'actualité, c'est que dans la dernière allocution d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il essaye de placer l'avenir sous le signe de la jeunesse. Et après, un article du Monde qui sort le 10 juin 2020 et qui révèle que l'Élysée craint un vent de révolte de la part des jeunes. Comment on peut envisager le fait que l'Élysée puisse penser déjà à un vent de révolte et pourquoi les jeunes qui s'engagent peuvent faire peur au pouvoir finalement? En fait, la réponse est dans votre question.
La contradiction que vous avez soulignée dit bien qu'en réalité, il n'y a pas de confiance faite à la jeunesse, ou il n'y a pas d'appétence réelle pour qu'elle s'exprime et pour qu'elle fasse passer justement au premier plan ce qu'elle estime, elle, être des priorités. Vous savez, si faire de la jeunesse sa grande cause, ça consiste essentiellement à attendre de cette jeunesse qu'elle applaudisse ce que vous faites et qu'elle participe à des conseils consultatifs, on ne va pas bien loin, honnêtement. Il faut arrêter avec ça. Et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on est dans une période complètement différente, qui est liée d'ailleurs à ce qu'on disait sur le changement climatique, qui est liée au fait que les défis qui nous attendent, ils sont de l'ordre de la vie ou de la mort pour la génération qui est concernée, cette jeune génération qui se mobilise dans la rue. Donc, à partir du moment où c'est aussi vital, on ne peut pas se permettre honnêtement de décider sans elle, de décider pour elle, de craindre ces mobilisations. Au contraire, on devrait se réjouir de ces mobilisations, parce que potentiellement, c'est ce qui pourrait changer la donne. Eh ben, on vous remercie beaucoup. Merci pour votre temps. Merci et... beaucoup à vous. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, donc c'était un extrait du coup de la grande interview de Najat Vallaud-Belkacem, interview que vous pourrez retrouver en entier durant à peu près une quarantaine de minutes. Ce sera très prochainement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Avant de démarrer un débat sur l'engagement de la jeunesse qui émane justement de cette interview, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Alt J avec Breeze Blocks tout de suite. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Yeah, I can tell that my heart is shutting up. Do you know where the wild things go? They go on undertake your honey. Bring down our sleep, build our breakfast, now let's eat my love, love, love. She bruises clothes, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand is tied as my eyes shutting up. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my lovely. Please don't go, I love you so, I love you so. Please don't go, I love you so, I love you so. Please break my heart. Please don't go, I love you so, I love you so. Please don't go, I love you so, I love you so. Please break my heart.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Ruche est à nous. Nous sommes en non-direct des studios de Fréquence 8 et nous allons entamer tous ensemble une discussion qui émane de cette interview qu'on a écoutée tout à l'heure de Najat Vallaud-Belkacem, justement à propos de l'engagement de la jeunesse. Donc, étant donné qu'on est jeunes tous les trois, je pense qu'on est plutôt légitime à en parler. Je me tourne d'abord vers toi, Théo. Qu'est-ce que l'interview t'inspire et comment est-ce que tu vois l'engagement de la jeunesse, surtout en ces temps un peu troublés ? Alors, qu'est-ce que l'interview m'inspire ? Ça m'inspire sans doute une classe politique qui n'est plus vraiment une classe politique, puisque Najat Vallaud-Belkacem ne fait plus vraiment partie aujourd'hui de la vie politique française, mais qui prend conscience, en fait, et ça c'est très nouveau, du côté de l'engagement des jeunes. Et moi, j'aime bien un mot qu'elle utilise beaucoup dans l'interview, c'est le mot radicalité. Et je le trouve assez intéressant parce que c'est cette radicalité qui va avoir tendance à un petit peu... non pas faire peur, mais à créer une espèce de défiance envers cette jeunesse-là. Alors qu'au fond, ce serait plutôt une radicalité positive pour le coup. C'est une radicalité positive. Je veux dire, dans l'état actuel, notamment pour le climat, est-ce que la radicalité n'est pas nécessaire ? Alors évidemment, c'est des grands débats philosophiques dans lesquels on ne rentrera pas, mais c'est clair que c'est important de voir ça comme ça. Et oui, pour moi, du moins, c'est une radicalité positive. Qu'est-ce que je pense de l'engagement des jeunes ? L'engagement des jeunes, en fait, c'est très large. L'engagement des jeunes, déjà, quand on parle d'un like ou d'un tweet, c'est déjà un engagement, puisqu'en fait, c'est le mot que utilisent les réseaux sociaux quand ils parlent d'engagement et de like, de tout ça. Et après, l'engagement, évidemment, il a plusieurs formes. Et je pense que déjà, l'engagement de la jeunesse, aujourd'hui, il fait beaucoup par les réseaux sociaux. On nous a donné des outils pour nous exprimer, donc autant les utiliser, même si c'est bien plus large que ça. Aujourd'hui, les associations de jeunes sont en train de tout exploser. Il y a des chiffres qui sont sortis, je les ai plus en tête, mais c'est assez hallucinant de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent, et c'est beau. Il y a de plus en plus de place qui est faite à cette jeunesse. Évidemment, on dira qu'il n'y en a toujours pas assez, mais néanmoins, il y a quand même aujourd'hui des places. Très très récemment, on peut voir que maintenant des jeunes de 16 ans peuvent accéder au conseil conseil économique, social et environnemental, pardon. Qui est quand même une institution importante. Alors après, à voir s'il va vraiment y avoir des jeunes de 16 ans, c'est toujours le grand débat de ça. Bien sûr, il y a encore du chemin à faire. Notamment sur les questions d'engagement politique, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est quand même très peu représentée, notamment sur les questions d'éducation. Ce serait bien que la jeunesse puisse choisir un petit peu comment on l'éduque, mais la démocratie participative, quoi. Voilà, un petit peu... Et toi, Gilles, justement, au niveau de tes expériences perso, de tes observations, comment est-ce que tu conçois l'engagement jeune ? Alors oui, moi je voulais juste rebondir sur deux choses qu'a dit Théo. Quand il parle du fait que l'engagement des jeunes peut prendre plusieurs formes, je pense que c'est important de le rappeler parce que l'engagement des jeunes, c'est pas uniquement l'engagement politique, c'est pas uniquement se sentir concerné, entrer dans un parti, etc. Pour moi, le fait par exemple d'être végétarien, d'être sapeur-pompier volontaire, enfin il y a plein de petits engagements que chacun peut prendre, et après le fait que les jeunes se sentent concernés par plein de sujets de société, etc. Ça donne ensuite, comme Théo l'a dit, un phénomène global qui va en fait nous aider à changer le monde, en fait, tout simplement. Et moi, pour mes expériences personnelles, justement, je ne suis pas spécialement engagée en politique, etc., mais je me considère engagée sur plusieurs sujets comme le féminisme, l'environnement, etc. Et tout ça, ça passe par différentes expériences que j'ai eues. J'ai d'abord travaillé en radio, j'ai ensuite travaillé du coup à La Ruche sur le site internet où j'écris des articles que j'essaye de faire engager, puisque c'est un peu mon but de changer les choses. Je ne veux pas écrire pour écrire, je vais écrire pour éveiller les consciences, pour donner un point de vue de jeunes sur des sujets qui peuvent paraître adultes, entre guillemets. Et puis sinon, maintenant, je suis présidente de l'association 30%, qui est donc une association de promotion de l'engagement des jeunes en France et également à l'échelle européenne. Et donc, on fait partie tous les trois pour être totalement transparent quand même, c'est important. Voilà, exactement. Et donc l'association vient d'être lancée, mais je pense qu'avec ce cadre, on va pouvoir faire de grandes choses, du moins je l'espère, et j'espère surtout que beaucoup de gens vont nous rejoindre, et puis qu'on va réussir à fédérer la jeunesse engagée autour de plusieurs projets importants pour l'avenir. Je vais me permettre d'ajouter un petit avis, je sais que c'est pas forcément le rôle d'un animateur, mais bon, on peut se prendre pour Pascal Praud de temps en temps, ça fait jamais de mal d'intervenir dans le débat, parce que justement, aussi pour parler pas mal de tout ce qui est
récupération politique de l'engagement jeune. On en voit beaucoup et justement, Najat Vallaud-Belkacem en parlait dans l'interview, qu'il y a toujours un encouragement de l'engagement jeune quand il arrange les personnes au pouvoir. C'est-à-dire comme s'il y aurait un bon et un mauvais engagement aux yeux de Macron, par exemple. Dès qu'il peut faire un tweet pour promouvoir un engagement qui l'arrange, il le fait. Et derrière, il va, par exemple, en manifestation, ne pas prendre parti pour des lycéens qui se font agresser ou ce genre de choses. Justement, à quel point c'est un problème, en fait, que l'engagement jeune mis en avant soit au final faux, en fait. Enfin, je sais pas ce que ça vous inspire. Plein de choses. Plein de choses parce que j'ai quand même un petit passé associatif et un petit passé dans les événements justement jeunesse organisés par des politiques. Ça fait 3 ans que je préside une radio associative. Ça fait quelques années que maintenant je touche à de l'engagement jeune, que ce soit envers les jeunes, par les jeunes ou par des politiques. Et en fait, alors je pense qu'il y a 2 types de choses. D'abord, il y a vraiment des événements qui sont organisés, je ne citerai pas de nom évidemment, mais il y a des événements qui sont organisés par les politiques où c'est vraiment pour la jeunesse et où il y a une volonté de donner un petit peu la parole à la jeunesse. Alors la question qui se pose, c'est vraiment, est-ce qu'on fait vraiment du jeune pour les jeunes ou est-ce qu'on fait du jeune pour la communication, qu'on met des jeunes dedans ? À quelle jeunesse si on donne la parole ? Et à quelle jeunesse on donne la parole, évidemment. Ça, c'est toujours la grande question. C'est qu'en fait, on s'en aperçoit très vite, les cercles associatifs et les cercles d'engagement, c'est toujours un petit peu les mêmes, mais on voit toujours un petit peu les mêmes têtes partout. En fait, moi je suis quelqu'un qui va beaucoup dire que j'adore ma génération parce que je la trouve incroyable, mais en fait j'adore le prisme que j'ai de ma génération, c'est-à-dire celle engagée, celle que je côtoie, mais néanmoins en fait c'est pas le cas de tout le monde. Donc évidemment, à quelle jeunesse on parle, à quelle jeunesse on s'adresse et quelle jeunesse on invite en fait, et à quelle jeunesse on donne des tribunes, c'est toujours la question. Ouais, non, pour moi je suis d'accord avec Théo. Je voulais juste rajouter que du coup pour moi, bon, vous allez dire que je veux placer le mot féminisme partout, mais pour moi, le féminisme, c'est quelque chose qui peut allier les hommes, enfin, c'est une cause auquel les hommes peuvent être alliés, mais il faut que les femmes gardent la parole. Bah, pour moi, c'est exactement la même chose pour l'engagement de la jeunesse. En fait, les adultes, du coup, les politiques, entre autres, peuvent s'y allier, et c'est bien qu'ils s'y allient, qu'ils nous aident, en fait, à progresser, etc. Mais pour moi, c'est toujours très important que les jeunes portent vraiment leur propre parole et ne soient pas juste des porte-paroles justement d'adultes qui veulent utiliser ça pour faire passer leur propre message, qui pour moi n'est pas du tout intéressant et va même à l'encontre en fait de ce qu'on attend de l'engagement des jeunes, notamment en France. Ouais, c'est ça, donc beaucoup d'instrumentalisation, voilà, et aussi exactement. De récupération, Absolument. Qui fait que même si aujourd'hui les jeunes peuvent de plus en plus s'exprimer, bah au final, c'est pas une expression totalement libre en fait, puisque c'est très contrôlé et très maîtrisé par justement les politiques en général. Mais en fait, je suis désolé de te couper parce que j'ai un exemple qui me revient là d'une rencontre associative que j'avais faite dans ma région à l'époque, où en fait c'était la question de l'inclusion justement des jeunes dans les associations, et en fait il y avait une pléthore d'associations de jeunesse qui étaient présentes et qui donc s'occupaient qui étaient des structures qui accueillaient des jeunes, et à un moment donné quelqu'un a posé la question, mais combien en fait combien de structures ont des jeunes dans leur conseil d'administration ou dans leur bureau, et en fait il y a 2 structures qui ont levé la main sur une 30aine présente, et en fait c'est là qu'on voit que c'est toujours sympa de mettre des jeunes, mais c'est beaucoup plus compliqué de leur donner des responsabilités. C'est souvent le cas, par exemple nous on est un média jeune totalement indépendant, mais c'est très fréquent que les médias jeunes en fait soient dirigés, quand c'est des médias lycéens par exemple, par des documentalistes ou des proviseurs, et au final il n'y a pas une liberté totale, même si on vend le fait que c'est les jeunes qui s'expriment, qui donnent leur avis sur tel ou tel sujet. Il y a toujours derrière une petite censure ou autocensure aussi, parce que des fois le fait de savoir qu'on est élu par un prof ou un gérant d'une structure associative fait qu'on peut s'auto-censurer. Bon, quoi qu'il arrive, on n'aura jamais le temps de faire le tour du sujet qui, comme vous vous en doutez, nécessite une durée de temps légèrement, voire très largement plus grande que le temps qui nous est donné. Merci à tous pour vos réflexions. On va se retrouver dans quelques instants avec les chroniques d'Églantine, Théo et Gilles. Mais avant, on va faire une petite pause musicale avec les Fatal Picard et leur titre « La France du petit Nicolas ».
France encore en noir et blanc, avec pour seul bagage l'espoir de vendre ma négritude contre un peu d'argent. J'étais le fils du tirailleur sénégalais, le banania dans sa version au balai, celui qui dit Boina, tu peux toujours compter sur moi. Je serai les jambes, la main d'œuvre et les bras. J'ai trimé toute une vie, bien plus que de raison, sans Vivaldi au rythme des 4 saisons, pour gagner mon diplôme de roi des balayeurs, un salaire de misère, le bruit et l'odeur. On n'avait pas la carte et pas l'identité, juste le faciès et le droit de la fermer. On n'avait presque rien et presque pas le choix, c'était ça la France du petit Nicolas. J'ai vu le jour un beau matin d'avril, dans une France traite, touche pas à mon pote. Ça sentait plutôt bon, la force tranquille, mais y avait comme un bruit de fond, de bruit de botte. J'étais le fils de l'homme au marteau piqueur, la tête de nègre dans sa version petit peur, celui qui dit si dit, pour être je serai l'arabe qui cache la forêt. J'ai répondu banco quand on m'a dit intégration, mais c'est plus des études, non, c'est un marathon. Si je serre les dents, aurais-je droit au bonheur, et si je baisse la tête, aurais-je l'air d'un chômeur. On avait juste la carte mais pas l'identité, toujours le faciès et le droit de la fermer. On avait presque rien mais rien fait pour ça, c'était ça la France du petit Nicolas. Qu'importe vraiment le jour de ma naissance, mon baptême à moi c'est celui d'homme d'essence. Et cette voiture qui crame un matin de novembre, la carte d'identité d'une jeunesse France. Je suis le fils de celui qui n'a plus rien, le mauvais garçon face au Karcher à la main, un apprenti mesrine en culotte courte, prêt à dégainer au moindre doute. Il est loin le bon nègre et l'arabe de service, les auvergnats, les bons prototypes, tous ceux qui prient pour qu'il existe encore une vie avant la mort. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer, quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer, quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer, quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer, quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Vous êtes toujours à l'écoute de La Ruche est à nous sommes dans les studios de Fréquence 8 dans la magnifique ville de Montfort-sur-Meux et vous venez d'écouter les Fatal Picard avec leur titre La France du petit Nicolas. Il est temps de retrouver Églantine désormais qui nous a fait une chronique du haut de... dans sa petite studette lilloise puisqu'elle n'a pas pu être avec nous ce matin à cause de TER, on en parlait tout à l'heure, et elle va nous parler géopolitique au Moyen-Orient. Alors, c'est de la géopolitique, c'est des relations diplomatiques. C'est un peu compliqué, mais t'en avais peut-être entendu parler. Israël avait déjà, le 15 septembre 2020, signé des accords de normalisation avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Ouverture de lignes aériennes, ambassades, relations économiques. Ces premiers accords, chapeautés par un Donald Trump pas peu fier, semblaient déjà marquer la fin d'un isolement pour l'État hébreu. Les accords de normalisation, c'est difficile à définir, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ceci signe la naissance de relations diplomatiques entre ces pays et que ce n'est pas rien. Ensuite, le jeudi 1er octobre, c'est avec le Liban que Jérusalem a établi des relations diplomatiques. Les deux pays ont en effet signé des accords cadres qui vont permettre d'ouvrir déjà les négociations sur quelques 850 km² de frontières maritimes. Israël et le Liban vont donc essayer de tracer la ligne de partage de leur zone économique exclusive, la ZEE. La ZEE, c'est quoi ? C'est l'espace de 200 000 marins à partir des côtes où les États sont souverains en matière d'exploitation des ressources. Un accord de démarcation officiel pourrait donc débloquer l'exploration de ces eaux qui sont réputées très riches en gaz. Donc si on veut comprendre leur portée diplomatique, il s'agit de contextualiser ces accords.
Les pays arabes s'étaient engagés en 1967, via la résolution de Khartoum, à ne pas reconnaître Israël et à n'engager aucune relation diplomatique avec celui-ci. Ces derniers événements témoignent alors, selon Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, d'un tournant de l'histoire dans la région. Les Émirats arabes unis et Bahreïn rejoignent l'Égypte et la Jordanie, qui avaient déjà signé des accords de normalisation en 1979 puis en 1994 avec Jérusalem. Pour Donald Trump, c'est la fin de l'isolement pour Israël. Le 15 septembre, le président des États-Unis se félicite et déclare l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Il annoncera d'ailleurs que 7 ou 8 pays arabes supplémentaires s'apprêtent à conclure des accords de normalisation de leurs relations avec le pays. Le ministre émirati des Affaires étrangères, Sheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, souligne quant à lui un changement au cœur du Moyen-Orient. Et pourtant, 17 des 22 États membres de la Ligue arabe ne reconnaissent toujours pas Israël. On ne va pas se mentir, la normalisation de ces relations avec 4 États sort le pays de l'isolement. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à évoquer un rapprochement avec ses voisins arabes ? S'il y en a qui se posent la question, c'est bien les Palestiniens. Pour une journaliste du quotidien Haaretz, un quotidien donc palestinien, ces accords ne sont autres que des déclarations de paix entre amis, un simulacre démocratique. Ils ne feraient qu'officialiser des relations qui ont été en fait déjà établies. Pour l'instant, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats et Bahreïn demeurent les exceptions d'une tendance qui ne s'est pas encore inversée. Exception à ne pas sous-estimer, tant elles sortent Israël de sa solitude au sein de la péninsule arabique. C'est un premier pas non négligeable dont le pays peut s'enorgueillir. Merci Églantine pour ce sujet plus qu'intéressant. C'est à Théo maintenant qu'on va passer la parole, qui va tâcher de nous donner un peu de bonnes nouvelles en ces temps difficiles en nous parlant d'un événement qui a eu lieu le week-end dernier, c'est le Z Event. Montée des extrêmes en France et dans le monde, insécurité grandissante, crise sanitaire, vous en avez assez de l'actualité anxiogène et on vous comprend. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attarde ensemble sur un événement rempli d'espoir qui nous provient tout droit de la communauté internet, le The Event 2020. Alors, qu'est-ce que le The Event ? Eh bien, figurez-vous que bien loin des plateaux de télévision et du grand divertissement se trouve la communauté des streamers. Alors pour les novices, un streamer, c'est une personne qui se filme en direct en train de faire une activité tout en interagissant avec sa communauté sous la forme d'un chat. Ou alors ça peut être du jeu vidéo, ça peut être du maquillage, ça peut être de la discussion politique, et le tout se diffusé sur une plateforme qui s'appelle Twitch. Eh bien, le Z Event, c'est un événement qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de streamers pendant 3 jours non-stop au profit d'une organisation, le public étant invité à faire des dons directement au profit de l'association. Alors c'est organisé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, plus connus sous les pseudonymes de Zerator et Dash. Et pour sa 5e édition, c'est Amnesty International qui a été choisi pour l'événement qui a eu lieu du 16 au 18 octobre dernier. Et les chiffres de cette 5e édition sont tout bonnement incroyables. 54 streamers réunis pour la cause, 2,5 millions de visiteurs cumulés, plus de 120 000 t-shirts vendus pour un montant total de donations de plus de 5 700 000 euros. C'est plus de 2 millions que l'an passé, où ils avaient récolté un peu plus de 3 500 000 pour l'Institut Pasteur. Un record qui mérite encore plus de porter son nom, car il a été organisé dans un contexte sanitaire que nous connaissons tous. Selon les organisateurs, l'objectif de cette 5e édition n'était pas de battre un record, mais simplement qu'il ait lieu, et c'est a priori réussi. Au-delà des dons, c'est une véritable bouffée d'air frais pour le public de ce Z-Event, dans le monde bien morose qui se présente à nous, voir les jeunes engagés pour une cause noble s'amuser, rire, crier, c'est bon pour le moral, comme dirait l'autre. Merci beaucoup Théo pour ces quelques bonnes nouvelles qui font jamais de mal. C'est à Gilles désormais qu'on va passer la parole et qui va nous parler culture et plus précisément de cinéma. Alors merci Simon, donc oui moi je vais rajouter une couche par rapport à ce que Théo a dit. La crise, tout le monde en a marre, on en parle, on en reparle et on vous a bassiné encore une fois de plus avec ces mots-là. Mais heureusement, bonne journaliste mais aussi bonne vivante que je suis, je vais vous parler aujourd'hui de cinéma parce que oui, au-delà d'être un divertissement, le cinéma est et restera place de dialogue, de dénonciation, d'exposition et comme Jean-Luc Godard l'a si bien dit, nous ne voulons parler que de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose ? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout.
Impossible néanmoins aujourd'hui d'évoquer notre très cher 7e art sans remettre une fois de plus la crise et ce foutu virus sur le tapis, parce que oui, le confinement en France, c'est 99 jours de fermeture de salles de cinéma, 6000 écrans éteints, environ 60 millions d'entrées perdues, une perte de 400 millions d'euros et 100 films privés de sortie en salle, en temps et en heure. Résultat, une catastrophe, on va pas se mentir, difficile de dire si le cinéma allait ou non s'en sortir à l'issue de cette funeste période. Et en ce 24 octobre, donc, nous pouvons vous affirmer que le cinéma va mieux, mais pas beaucoup mieux. Avec une chute de 73% de la fréquentation des salles obscures en début de déconfinement, on note quand même pour ce mois de septembre une division par 2 du nombre de spectateurs en comparaison au mois de septembre 2019. On observe néanmoins un pic de fréquentation, bien que bref, suite à la sortie du blockbuster Tenet de Christopher Nolan, annoncé comme le film qui allait sauver le cinéma, avec des guillemets bien sûr. Alors Tenet, justement, on va vous en parler parce que oui, je l'ai vu. Dernier film donc de Christopher Nolan, cinéaste de grand talent qui a notamment réalisé les fameux Inception, Interstellar ou encore Dunkerque. Tenet est un film d'action et de science-fiction, plutôt difficile à résumer sans s'en mêler les pinceaux, mais bon, on va essayer quand même. Donc Tenet nous emmène dans un univers futuriste dans lequel un agent secret appelé le protagoniste a pour mission d'empêcher l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale qui ne sera pas une guerre nucléaire mais une guerre temporelle. Et oui, parce que les hommes du futur peuvent annuler leur passé en inversant la flèche du temps thermodynamique. Cette inversion du temps permet aussi d'inverser les armes, la balle ne sortira donc plus du canon mais rentrera dedans et de faire plein de choses vraiment pas très cool, hein, on va pas se mentir. C'est compliqué d'en dire plus parce qu'on risque de vous spoiler. Ce film est une réussite, comme à l'habitude de Nolan. Les images sont belles et les scènes sont grandioses. Je pense notamment à la scène d'ouverture du film qui plonge directement le spectateur dans l'ambiance, ou encore la scène de la course-poursuite avec les voitures roulant dans 2 temporalités différentes. Ceux qui ont vu le film comprendront, les autres, allez le voir. Vous comprendrez donc tout ça en salle. Impossible donc de ne pas vous conseiller d'aller voir ce sublime blockbuster qui vous poussera à vous poser des questions auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant, qui vous poussera à vous triturer les méninges et qui comblera vos yeux grâce à ses images de grande qualité et sa colorimétrie froide mais appropriée à l'ambiance. Seul bémol à noter, vous n'aurez pas le plaisir d'entendre une nouvelle fois la patte musicale de Hans Zimmer puisque cette fois-ci c'est Ludwig Göransson qui s'y colle. J'ajouterai enfin que ce qui manque à Tenet à mon goût, outre ce que je viens de dire, c'est la philosophie, la poésie, l'émotion qui faisait le charme d'Inception et d'Interstellar. Mais c'est pas tout. Si les inversions de temps, les univers parallèles et les balles qui rentrent dans leur canon, c'est pas trop votre truc, alors optez plutôt pour Light of My Life de Casey Affleck. Ambiance bien différente ici puisque le film nous plonge dans un monde dans lequel être une femme n'existe plus. En effet, les femmes ont toutes disparu de la surface de la Terre, mais l'une d'entre elles, une petite fille qui s'appelle Rag, a survécu et tente de survivre dans ce monde où être l'une des dernières femmes, c'est être une proie. Pour survivre, le père de Rag, donc joué par Casey Affleck, l'avait passé pour un garçon et ensemble ils errent sans fin et usent de stratégies pour s'enfuir au plus vite si jamais il venait à se faire repérer. On est donc ainsi sur un registre plus éloigné de Tenet, disons-le. Ici, c'est l'émotion qui domine puisqu'une certaine forme de stress. On vit avec Rag, cette fille sans fin qui lui vole son enfance et son innocence. Et on vit avec le père ce sentiment extrêmement pénible et horrible de se sentir totalement impuissant à sauver la personne qu'on aime le plus au monde. Je pense qu'il faut aussi souligner la performance de ces 2 quasi-uniques acteurs du film. J'ai nommé Anna Pniowski et Casey Affleck qui à eux seuls suffisent à nous faire ressentir tout un univers, toute une souffrance, mais aussi tout un amour qui les lie et qui les pousse tous les jours à ne pas abandonner leur lutte. On peut dire qu'ils crèvent l'écran. Et puis il est important de le mentionner, Light of My Life constitue une métaphore perturbante de la société actuelle dans laquelle, quel que soit notre pays, notre classe sociale ou notre âge, nous autres femmes sommes sans cesse des proies, et ça le film le retranscrit vraiment très bien. Bon, et puis si ni Tenet ni Light of My Life ne vous conviennent, je vous conseille vivement d'ouvrir votre journal, d'ouvrir le prospectus de la salle du coin que vous avez récupéré en allant à la boulangerie et que vous avez coincé entre 2 pages de votre agenda, lui-même coincé au fond de votre sac entre les chewing-gums et le parapluie, et d'aller choisir un film par vous-même, au pif, faites comme vous voulez puisque vous êtes trop snob pour écouter mes gentils conseils, mais surtout, retournez au cinéma. Remplissez la moitié des salles, Covid oblige, je ne peux pas vous dire d'aller tous vous coller, sauvez le 7e art et prouvez qu'il n'est pas plus périssable que les pyramides comme Isabelle Huppert a un jour voulu nous le faire croire. Merci beaucoup Gilles pour cette chronique qui va venir clôturer notre émission. Et oui, car l'émission touche à sa fin. Merci à tous les 2 d'avoir participé.
Au-delà de vous, Théo et Gilles, on va aussi remercier Églantine et Romane hein, qui ont participé à la collaboration de cette émission. Un grand merci aussi à Fréquence 8 qui nous ont confié leur studio pour cet enregistrement. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission. Celle-ci sera réécoutable sur notre site internet laruche-media.fr ou sur notre chaîne YouTube. On vous retrouve très bientôt. Au revoir à tous. En el matador nacen barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el Rejón Santillán y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde estás, matador? En el matador me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te teme, matador. Viento de libertad, sangre combativa.